Un tueur en série bactérien rôde. Personne n'est à l'abri. Il n'y aura pas juste un ou deux morts, il y en aura plus que ça. Voici l'histoire de l'épidémie qui, dans son genre, fut la plus mortelle jamais enregistrée à ce jour. C'est une mort vraiment atroce. Les enquêteurs sauront-ils capturer le tueur pour arrêter l'hécatombe? Novembre 1996. Un homme de 80 ans agonise dans un hôpital écossais. Il va connaître une mort lente et douloureuse. Il sera la première de 21 victimes et ses funérailles seront un véritable événement médiatique. Vague d'intoxication alimentaire en Écosse où l'on compte au moins 5 morts et une centaine d'hospitalisations. Tout a commencé 2 semaines et demie plus tôt, dans un lieu dont personne n'avait jamais entendu parler. Wishaw, dans le Lanarkshire en Écosse. Ancien joyau de la couronne industrielle à l'époque victorienne, la ville fait encore de nos jours la fierté de ses habitants. Ça te plaît? Lorraine McFarlane a hâte d'être au samedi suivant pour fêter ses 18 ans. Ses parents ont loué l'arrière-salle d'un pub et commandé un buffet au boucher du quartier. Une grande salle. Assez grande pour tous mes amis? Ça m'étonnerait. Lorraine et sa mère, Faye, préparent cette soirée depuis des mois pour en faire un événement inoubliable. Il le sera, mais pas pour les raisons qu'elles imaginent. À l'autre bout de Wishaw, 75 personnes âgées partagent le traditionnel repas de Noël de la paroisse. Jesse Rogerson, qui a raté le banquet 2 ans plus tôt, est enchanté d'être là avec ses amis. Tout le monde fait honneur à la délicieuse tourte à la viande, arrosée de bouillon et de sauce au bœuf. À 80 ans, Harry Shaw n'est pas un gros mangeur, mais il apprécie toujours le déjeuner que la paroisse offre chaque année à ses retraités. Deux jours plus tard, Harry est pris de terribles crampes d'estomac et de diarrhée aiguë. Le vieil homme n'a aucune idée des souffrances qu'il va endurer. Le lendemain, il y a du sang dans ses selles. Au même moment, toujours à Wishaw, une petite fille de 5 ans présente des symptômes identiques. Préférant ne prendre aucun risque, son pédiatre fait faire une coproculture. Et sa prudence va s'avérer on ne peut plus justifiée. Les techniciens du laboratoire de l'hôpital Monklands recherchent diverses infections bactériennes communes. En vain. Le microbiologiste Kenneth Liddell était alors directeur du laboratoire. Le microbe le plus courant, en cas de diarrhée due ou non à une intoxication alimentaire, c'est le campylobactère. C'est donc un des microbes qu'on recherche systématiquement en laboratoire. Mais l'enfant a été contaminé par un tueur en puissance. À la surprise générale, il s'agit de l'E. coli O157, contre lequel il n'existe aucun traitement. Rare dans les pays développés, ce bacille tue chaque année des milliers de personnes dans le tiers-monde et s'attaque en priorité aux plus faibles. La découverte inquiète immédiatement le spécialiste d'E. coli chargé de l'enquête, le professeur Hugh Pennington. C'est un germe plutôt rare. Le simple fait de le trouver suffit à tirer la sonnette d'alarme, mais chez une fillette de 6 ans, le risque est encore plus élevé. E. coli infecte l'intestin humain et le colonise, provoquant des hémorragies internes. Les toxines sécrétées par les bacilles peuvent causer une insuffisance rénale, des difficultés respiratoires, un dysfonctionnement cérébral et même la mort. Six ans plus tôt,
Liddell a déjà enquêté dans le cadre d'une infection à E. coli à l'hôpital Hartwood Hill, à quelques kilomètres de là. La dangereuse bactérie avait alors contaminé 10 patients, dont 4 étaient morts dans d'atroces souffrances. Le service de Liddell est le premier averti en cas de suspicion d'épidémie, et le laboratoire effectue 20 coprocultures par jour. Il est peu probable de récupérer des examens positifs à E. coli 157. Dans les années 90, on avait en moyenne un cas par an. Mais lorsqu'il contacte ses collègues et les généralistes locaux, le microbiologiste ne tarde pas à voir ses pires craintes se confirmer. Le bacille se propage. Il découvre 2 nouveaux cas d'infection confirmés à l'hôpital Low. Respectivement âgés de 60 et 14 ans, les patients sont eux aussi originaires de Wishaw et présentent les mêmes symptômes douloureux. Liddell appelle anxieusement le service des maladies infectieuses d'un autre hôpital. On lui signale un nombre inquiétant de personnes âgées souffrant des mêmes symptômes que la petite fille. Un des médecins a 5 malades, tous de Wishaw, dont 3 ont assisté au repas de Noël. La situation menace d'empirer. Liddell craint de voir l'infection toucher davantage d'enfants et de vieillards. Une petite fille de 5 ans est déjà contaminée. Et Harry Shaw a été hospitalisé la veille. Ses symptômes épousent le pire des scénarios. Il ne peut plus rien ingérer et les médecins sont préoccupés par la quantité de sang qu'il perd. Liddell alerte le responsable local de la santé publique, le docteur Saïd Ahmed. Ce dernier forme immédiatement une cellule de contrôle de l'épidémie. Quand le docteur Ken Liddell m'a appelé en disant qu'on avait peut-être 3 cas venant tous de la même zone, ça a déclenché l'alarme. J'ai aussitôt réalisé qu'il fallait faire une enquête de toute urgence. E. coli attend son heure, tapi dans l'ombre. Le bacille est présent tout autour de nous et il suffit de commettre quelques erreurs pour qu'il s'introduise à nouveau dans la chaîne alimentaire. Les priorités sont évidentes. Endiguer la propagation de l'épidémie et en supprimer la source. Le bacille est difficile à tuer, car non seulement il se divise toutes les 20 minutes, mais il est invisible et n'a aucun goût, ce qui le rend malaisé à dépister. Face à une épidémie d'intoxication alimentaire, il est difficile de trouver une piste, car c'est ce que les gens ont mangé qui les a empoisonnés, et par définition, ce qui a été mangé n'est plus là. Le tueur en série doit être arrêté. Et l'identification de son génotype est peut-être la clé de l'affaire. C'est le 6e jour. Tandis que le nombre de cas augmente, les enquêteurs traquent désespérément la source de la bactérie dite du hamburger. Si le bacille lui-même a été identifié en Californie dès 1975, la première épidémie s'est produite à l'été 1982. Aux États-Unis, 47 personnes ont été infectées, sans doute après avoir mangé des steaks mal cuits provenant de différents restaurants McDonald's. En 1991, le bacille a de nouveau contaminé un McDonald's à Preston, en Angleterre. 23 personnes ont été intoxiquées. Nommé d'après Théodore Escherichia, qui isola son ancêtre en 1885, Escherichia coli, ou colibacille, du sérogroupe O157, est une nouvelle souche d'une vieille bactérie inoffensive. Mais ce dangereux mutant est devenu mortel. Je vous écoute. Un hamburger, s'il vous plaît. En 1993, c'était au tour de la chaîne de restauration rapide Jack in a Box, dans l'État de Washington, d'être frappée. La bactérie a infecté plus de 700 personnes et tué 4 enfants. D'après les estimations, chaque année, E. coli contamine 2 millions de personnes et fait 650 000 morts. L'infection à E. coli a déjà tué des enfants en très bonne santé. Ils ont simplement mangé un hamburger contenant le colibacille et après une maladie particulièrement pénible, ils sont morts.
Les enquêteurs tâtonnent. Où peut se cacher la terrible bactérie? Il est devenu clair que l'épidémie qui menaçait d'éclater avait deux sources possibles. D'abord le lait, puisque 2 des 3 patients avaient acheté du lait dans le même supermarché. La cellule d'investigation repense aussitôt à l'épidémie cauchemardesque qui s'était propagée à peine 2 ans plus tôt à partir d'une laiterie de Bathgate, à 25 km de Wishaw. Le lait contaminé avait alors tué un enfant et causé des lésions rénales chez 5 personnes. Mais les différents patients infectés n'ont pas tous bu du lait frais. Cette hypothèse est donc rapidement écartée. Le microbiologiste Kenneth Liddell se penche alors sur la deuxième possibilité. Les produits carnés étaient une autre source possible. Les malades disaient tous avoir acheté de la viande ou un produit carné chez un boucher de Wishaw, dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce boucher était John Barr. La boucherie Barr et Fils est un commerce florissant au centre de Wishaw. John Barr emploie environ 40 personnes. À 50 ans, il vient de recevoir le titre de boucher écossais de l'année. Mais Liddell et Ahmed ont maintenant 15 cas d'infection à E. coli. Or, 8 d'entre eux ont mangé de la viande achetée à la boucherie Barr. Et celle-ci a également fourni une partie du repas paroissial offert le dimanche précédent à Harry Shaw et 74 de ses amis. La piste mène donc tout droit à la boutique de John Barr. Et ce soir-là, les enquêteurs l'interrogent. Ils expliquent qu'ils doivent prélever un échantillon de viande le plus rapidement possible pour produire des cultures bactériennes en laboratoire. E. coli, je ne comprends pas. Si les cultures contiennent des colonies de la souche E. coli trouvées chez la petite fille, la boucherie est infectée. Le génotype de la bactérie permettra de déterminer si c'est bien la source de contamination. Je ne comprends pas, mais ça ne vient pas de mes cuisines ni de ma boutique. Vous croyez que ça vient de mes cuisines? E. coli était encore tout nouveau. La plupart des bouchers n'en avaient pas entendu parler. Mais on a bien dû admettre qu'on n'avait aucune preuve que sa boutique était effectivement la source. Vous pouvez faire tous les tests que vous voudrez, vous verrez que ça ne vient pas de mes cuisines et de ma boutique, c'est propre. L'équipe d'Ahmed sait qu'en cas d'infection à E. coli, les symptômes peuvent mettre jusqu'à 2 semaines à se développer. Il y a sans doute plus de cas qu'on ne le pense. Vous ne trouverez pas ça dans mes cuisines ni dans ma boutique, ok? Très vite, l'infection d'Harry Shaw est confirmée. À Wishaw, de plus en plus de gens présentent les symptômes. Faites vos tests, prenez tout ce que vous voulez. John Barr est sous le choc. Il connaît mal E. coli. Les enquêteurs lui demandent de ne plus vendre de viande cuite tant qu'ils n'auront pas terminé les analyses, ce qui peut prendre plus d'1 semaine. Ils réclament également une liste détaillée de ses clients. Je crois qu'il ne nous a pas pris au sérieux parce qu'il pensait qu'on était sûr de rien. Et tant qu'on n'a pas eu de véritables preuves, il n'a pas mesuré toute la portée de ce qu'on lui disait. Ils lui ont bien spécifié qu'il ne fallait plus vendre de viande cuite. Mais Barr affirmera par la suite qu'il n'avait pas compris ce qui pouvait ou non sortir de sa boutique. En fait, il a déjà préparé 300 tranches de viande froide pour la fête de Lauren McFarlane le lendemain. Pendant ce temps, à 27 km de là, à Bonny Bridge, Annie Craigie, 70 ans, est prise de diarrhée et de crampes d'estomac. Ce sont les symptômes d'une intoxication à E. coli. Mais elle n'a rien acheté chez John Barr à Wishaw. Et elle n'était pas non plus au repas paroissial où Harry Shaw a contracté le germe. Comment pourrait-elle être infectée? La terrifiante vérité sur la propagation de l'épidémie va bientôt éclater. Mais trop tard. Septième jour. Durant la nuit,
le nombre de cas probables d'infection à E. coli est monté en flèche. Même si l'alerte n'a pas encore été officiellement donnée, les admissions hospitalières ont doublé. Dans 2 hôpitaux de la ville, c'est la panique. Il n'existe aucun traitement contre le colibacille. Tout ce que les médecins peuvent faire, c'est soigner les symptômes. Mais les unités d'isolement se remplissent et avec une telle promiscuité, la bactérie risque maintenant de se propager à l'intérieur des hôpitaux. 7 heures du matin. L'équipe du docteur Ahmed saisit 5 tonnes de viande chez John Barr pour analyse. Ce n'est pas une quantité inhabituelle pour une boucherie de cette taille. Personne n'a encore mesuré l'étendue des activités de Barr. Les autorités sanitaires n'ont pris aucune mesure légale pour fermer la boucherie. Et Barr continue donc à vendre une viande peut-être contaminée par un tueur. Dans la matinée, il remet au McFarlane les 300 tranches de viande froide pour la fête qui doit avoir lieu le soir même. Faye passera le reste de la journée à préparer le buffet. Lauren McFarlane considérait Barr comme le meilleur boucher de la ville. C'est par là. J'arrive dans 1 minute. Bonjour Karen. John Barr nous avait été recommandé. Il avait bonne réputation. Tu es sûr? Ne t'inquiète pas, occupe-toi de ta disco. 11 heures. Les enquêteurs ont de mauvaises nouvelles. Ils ont longuement interrogé les employés de la boucherie et sont catastrophés par leurs pratiques d'hygiène. Quand ils se sont intéressés de plus près à la façon dont la nourriture était préparée, il leur est apparu clairement qu'un certain nombre d'employés n'avaient pas les notions de base en matière d'hygiène alimentaire. Dans la ville encore inconsciente de la menace, la vie suit son cours normal. Lauren a hâte d'être au soir. Et à 25 km de là, à Banknock, Norma Adams, cuisinière en chef à la maison de retraite Bankview, vient d'acheter du jambon au supermarché du coin. On n'utilisait pas la cuisine principale, mais une des annexes. On avait prévu de faire des sandwichs pour le thé, plus tard dans l'après-midi. Je suis allée acheter de la viande car je n'étais pas sûre d'en avoir assez. À Wishaw, des rumeurs commencent à circuler sur E. coli et sur le boucher. Les gens font maintenant la queue pour être admis à l'hôpital. Ce ne sont que des rumeurs, d'accord? Excusez-moi. L'oncle de Lauren appelle la boucherie pour s'assurer que la viande est saine. On lui répond qu'il n'y a pas de danger et que la famille n'a rien à craindre. Un instant, Davy. J'arrive. Bon, passez une bonne soirée, d'accord? Oui. « 15h30. Norma sert des sandwichs aux vieillards de la maison de retraite Bankview. Pendant ce temps, la cellule de contrôle de l'épidémie poursuit son enquête alimentaire. Mais l'équipe commet une erreur cruciale. Elle se fie uniquement à une liste manuscrite, établie par la femme de Barr, Elaine, des entreprises et des associations que fournit la boucherie. Y sont répertoriés 25 clients locaux tels que la Poste et le club de golf de Wishaw. Mais les enquêteurs passent à côté d'un fichier informatique plus complet détaillant l'ensemble du réseau de distribution. Tandis qu'une véritable marée de malades submerge les hôpitaux, Faye McFarlane essaie de tirer au clair les bruits qui courent sur l'intoxication alimentaire et la boucherie Barr. Elle téléphone à l'hôpital Lowe, devenu l'épicentre de l'épidémie. Contre toute attente, un médecin lui conseille d'oublier ses craintes et de faire tranquillement la fête.
D'accord. Oui, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. La cellule sanitaire fait une annonce officielle à la presse. E. coli devient soudain la principale nouvelle du jour. 2 personnes, dont une fillette de 7 ans, sont dans un état grave. À Bankview, Norma Adams n'a pas fait de course à Wishaw depuis longtemps. Elle a acheté sa viande au supermarché Scott Mead de Banknock. Il n'y a donc aucune raison qu'elle soit contaminée. L'équipe de Saïd Ahmed sait maintenant que la boucherie bar ne respecte pas les règles d'hygiène les plus élémentaires. Au premier abord, la boutique semble bien tenue. Mais en réalité, elle offre un terreau idéal pour E. coli. Les bactéries E. coli O157 colonisent l'organisme de certains ruminants pour lesquels elles ne sont pas dangereuses. Chaque jour, les vaches évacuent ces micro-organismes par millions dans leurs selles. À l'abattoir, la viande fraîchement découpée peut toucher les matières fécales ou les intestins. C'est alors une viande contaminée qui est livrée aux boucheries. C'est là que tout se joue. Une viande infectée doit cuire 2 minutes à plus de 70 degrés centigrades pour qu'E. coli soit détruit. Mais si la viande crue est mise au contact d'une viande déjà cuite, comme du jambon ou de la dinde, la bactérie n'a plus qu'à migrer. En l'absence de cuisson ultérieure, elle disposera d'une voie royale vers l'appareil digestif humain. Mais les autorités sanitaires n'ont pas encore de résultats d'analyse prouvant que la boucherie bar est la source de l'épidémie. Et si la piste du boucher était une impasse? Sur place, l'enquête continue. L'un des employés raconte comment il découpe la viande crue, puis la viande cuite, sans nettoyer le couteau entre les 2 opérations. C'est le moyen le plus sûr d'introduire le bacille meurtrier dans la chaîne alimentaire. Il suffit d'une seule bactérie pour déclencher une infection fatale. Si le colibacille est là, il règne sur les lieux en toute liberté. « 23 heures. La fête de Lorraine bat son plein au pub Cascade. Les adolescents vont danser jusqu'au bout de la nuit. Ils ont dévoré tout le buffet, y compris les sandwichs à la viande froide de chez John Bar. La nourriture contaminée à E. coli n'a ni goût, ni odeur, ni aspect particulier. Lorraine et sa famille ont totalement oublié leurs craintes de l'après-midi. Ils sont à des années-lumière de l'épidémie. Mais la sinistre bactérie se propage silencieusement parmi les 129 invités. Après avoir été ingéré, s'il n'est pas tué par les puissants acides de l'estomac, le micro-organisme descend le long du tube digestif. Il se fixe ensuite rapidement à la paroi de l'intestin et commence à proliférer. L'intestin est un terrain fertile. En moins de 2 semaines, il peut y avoir des millions de bactéries par millimètre. Tandis que les amis de Lorraine s'amusent, à l'autre bout de Wishaw, les hôpitaux soignent maintenant 15 patients gravement infectés à E. coli. L'état d'Harry Shaw s'est dégradé. Il est au plus mal. Huitième jour.
Au lendemain de la fête de Lorraine, certains s'attendent à une bonne migraine. Mais pour beaucoup d'invités, la gueule de bois va tourner au cauchemar. La mère d'un de mes amis a téléphoné parce qu'il était malade. Elle a dit « J'aimerais savoir où tu as acheté la viande pour ton buffet. On suspecte un cas d'intoxication alimentaire, peut-être E. coli. » J'ai répondu « Je vais chercher maman. » Pendant que les amis de Lorraine commencent à ressentir les terribles symptômes, la situation ne fait qu'empirer. John Barr et ses employés nettoient la boucherie de fond en comble. En apparence, la boutique semble bien tenue. Le boucher n'a aucun doute sur l'efficacité de ce grand ménage. E. coli O157 se transmet par le biais de la chaîne alimentaire. Il ne se propage pas dans l'air et doit être mangé. On peut donc s'en débarrasser à grandes eaux. Au boulot. Bobby, par ici. Allez, le congélateur. Allez, les gars. Mais Barr n'utilise pas d'agent antibactérien. Et le grand nettoyage ne fait donc que disperser le germe dans les locaux. Une mauvaise surprise attend les enquêteurs. John Holloway, le livreur, leur révèle que son réseau de distribution ne se limite pas à Wishaw. John Barr s'est présenté comme un boucher de quartier qui fournissait quelques traiteurs locaux au jour le jour, en plus de la vente au comptoir. Nous n'avions aucune raison de penser qu'il était un des principaux fournisseurs du centre de l'Écosse. Ils auraient peut-être pu faire le lien plus tôt. L'interrogatoire montre clairement l'étendue du réseau desservi par les livreurs de Barr. Bonnybridge. Quelle quantité de viande livrez-vous par semaine? Quel tonnage? Une fois par semaine, environ 3,5 tonnes. Vous livrez 3,5 tonnes à des villes comme Bonnybridge? Oui. Les supermarchés Scott Mead ne figuraient pas sur la liste d'Hélène Barr, même si elle affirmera par la suite les avoir mentionnés. L'épidémie touche maintenant une chaîne de plus de 50 magasins. Tout le centre de l'Écosse est concerné. Il y a d'autres livreurs? Cet après-midi-là, à la maison de retraite Bankview, Norma Adams sert à nouveau des sandwichs à la viande froide aux pensionnaires. La viande provient d'un magasin Scott Mead fourni par John Barr. Le docteur Ahmed sait qu'il leur faut déterminer l'historique et l'ampleur de l'épidémie le plus rapidement possible. À chaque instant qui passe, la bactérie meurtrière se propage. Dès le lendemain, la cellule d'investigation étudie le réseau de distribution de la boucherie Barr. Dois-je vous rappeler la gravité de cette affaire? Je comprends bien, mais vous ne pouvez pas prouver que ça vient de cette boutique. John Barr continue à vendre sa viande. Il se sent injustement accusé. Et tout le quartier manifeste sa solidarité. À l'hôpital Monklands, Harry Shaw a perdu conscience. Il décline rapidement. Dixième jour. À 6h45 du matin, Harry Shaw s'éteint. E. coli a totalement détruit ses reins. Le journaliste écossais Raymond McHugh n'a pas oublié la peur engendrée par ce premier décès. Les gens ont été assommés à la mort du premier vieillard, car on est passé d'une petite indigestion à un truc meurtrier. Les toxines détruisent les globules dans les petits vaisseaux sanguins du cerveau qui s'obstruent. Le flux sanguin est bloqué et les cellules cérébrales commencent à mourir.
E. coli paralyse également les reins. Les toxines sécrétées par le colibacille tuent les globules dans les vaisseaux qui alimentent les organes. L'oxygène ne parvient plus jusqu'aux reins, qui arrêtent à leur tour de filtrer le sang. Le corps se noie alors dans ses propres déchets toxiques. Moins de 12 heures après la mort de Harry Shaw, Annie Craigie s'effondre dans son appartement de Bonny Bridge. C'est là que sa fille la trouve, à 19 heures. Elle meurt 2 heures plus tard. Les symptômes ne se sont déclarés que 4 jours plus tôt, mais E. coli a rapidement détruit son système nerveux. Ce matin-là, la vieille dame parlait avec difficulté. Il était déjà trop tard pour empêcher la bactérie de la tuer. Annie Craigie adorait les sandwichs au jambon et à la dinde. En ouvrant son frigo, sa fille a tout de suite remarqué les tranches de rôti de la boucherie bar. Elles avaient été achetées au supermarché Scott Meat de Bonny Bridge, d'où provenait également la viande servie aux pensionnaires de la maison de retraite. L'épidémie atteint un pic meurtrier. Les autorités sanitaires qualifient la situation de grave. La vieille dame morte à Bonny Bridge a été surnommée Mamie Craigie. 2 autres participants au repas paroissial sont à l'hôpital dans un état critique. Le laboratoire n'a pas encore prouvé que la boucherie bar était l'unique source d'infection. Mais les efforts d'endiguement se poursuivent. Il faut isoler la source de la bactérie, identifier les endroits où elle s'est propagée et éviter toute nouvelle contamination. On s'est rendu compte que ce n'était pas une épidémie comme les autres. Elle allait faire beaucoup de victimes, car Harry Shaw était un vieil homme et d'autres personnes âgées étaient déjà infectées. 10 ans auparavant, une épidémie d'infection à E. coli avait fait 19 morts dans une maison de retraite canadienne. Chez les gens de l'âge d'Harry, le système immunitaire est affaibli. 11e jour. L'épidémie s'étend et E. coli ravage l'Écosse. On recense 120 cas entre le Lanarkshire et Édimbourg. Une autre des victimes du repas de Noël, Jessie Rogerson, décline rapidement. Sa fille Agnès n'a rien oublié de ce moment douloureux. Il n'y avait pas d'ambulance, les hôpitaux étaient débordés. Alors on a décidé d'emmener maman nous-mêmes, mais c'était difficile car elle était extrêmement faible. Pour descendre jusqu'à la voiture, il a fallu l'envelopper dans un sac poubelle à cause de la diarrhée. La cellule d'investigation sait désormais que John Barr a livré de la viande pouvant être contaminée à 214 magasins d'alimentation. Les gens du quartier ont appris que les autorités sanitaires s'intéressaient à la boucherie, mais ne connaissent pas les détails de l'enquête en cours. Ils continuent à soutenir le commerçant. Beaucoup de gens étaient fidèles à John Barr et pensaient qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Les journaux ont publié ma photo et on venait me voir dans la rue pour me dire « tu vas le mettre sur la paille ». L'hôpital Monklands à Airdrie accueille la plupart des gens infectés. 21 adultes et 4 enfants seraient dans un état inquiétant. Après les funérailles de la première victime de la bactérie, le ministère des Affaires écossaises a nié. Le jour de l'enterrement de Harry Shaw, sa famille envoie même des fleurs à John Barr en geste de soutien. Les bactéries continuent à se propager. À la maison de retraite Bankview, les pensionnaires commencent à ressentir les symptômes. Le jambon qu'ils ont mangé ne venait pas de la boucherie Barr, mais la machine à découper du supermarché Scott Mead a été contaminée par de la viande infectée. Douzième jour.
E. coli fait 2 nouvelles victimes. Marianne Muir, 79 ans, et Alexander Gardiner, 69 ans. Gardiner a participé au repas de Noël de la paroisse. Quant à Jessie Rogerson, elle est entre la vie et la mort. Elle souffrait terriblement. Je n'avais jamais vu tant de peur dans les yeux de ma mère. Jamais. À 15 heures, la vieille dame succombe à l'infection. À la même heure, la police judiciaire obtient enfin la preuve que la souche E. coli O157, qui a déjà tué 5 personnes, vient bien de la boucherie bar. Grâce à l'identification de son génotype, les scientifiques peuvent affirmer avec certitude que l'E. coli O157 trouvé dans la boutique est à la source de l'épidémie. C'est comme quand la police judiciaire analyse les traces d'ADN et dit cette arme a été contaminée par l'ADN de telle ou telle personne. On est à peu près sûr que c'est exact. C'est pareil avec E. coli 157. On a une méthode d'identification du génotype qui nous permet de dire oui, cette souche est la même que celle-là ou non, ce n'est pas la même. Cette méthode a prouvé de façon irréfutable que les souches étaient les mêmes. Toutes les bactéries prélevées sur les malades et sur la viande de la boucherie bar contenaient le même E. coli O157. Il aura fallu 12 jours aux scientifiques pour parvenir à cette conclusion. Ils ont tout analysé dans la boucherie pour s'assurer qu'il n'y avait qu'une seule souche et une seule bactérie, et que c'était bien elle la source de tous les cas signalés à Wishaw. Malgré le grand ménage qu'a fait le personnel, le germe a été retrouvé sur une machine d'emballage sous vide, 8 échantillons de bœuf cru et un jambon cuit. Par ailleurs, 6 tranches de rôti de bœuf vendues au comptoir étaient fortement infectées. La contamination était exceptionnelle. Les analyses ont montré qu'E. coli était partout, et partout en grande quantité. On a retrouvé la même bactérie sur la marmite utilisée pour préparer le déjeuner de Noël de la paroisse. Pourtant, ce repas, qui a déjà fait 3 morts, a été servi bouillant. Comment le colibacille a-t-il pu survivre à une température d'ébullition pour passer de la boucherie bar à l'assiette des vieillards? Dans l'après-midi du vendredi, 2 jours avant le repas, un des employés de bar met 6 kilos de bœuf dans des sacs de cuisson pour faire du ragoût. La viande cuit pendant 3 heures dans la marmite de la boucherie, ce qui aurait dû tuer tous les microbes. Le lendemain matin, les sacs de cuisson sont sortis de l'eau et posés à côté de la marmite. Ils sont ensuite livrés avec les charcuteries pâtissières à la salle paroissiale. La femme du vicaire pose les sacs sur des chaises et emporte les charcuteries en cuisine. Plus tard, elle ouvre les sacs et verse le ragoût dans des casseroles en aluminium. Elle met la sauce dans un récipient et part se coucher en laissant tout comme ça. Le dimanche matin à 10 h, elle allume le feu sous le ragoût et le fait mijoter 2 bonnes heures à 500 degrés. Quant aux charcuteries pâtissières, elle les réchauffe juste avant le déjeuner à 12h45. Le repas est servi brûlant. Ragoût, sauce et charcuterie. L'un des 3 plats contenait la bactérie E. coli. Apparemment, les sacs de ragoût ont été au contact du colibacille dans la cuisine de John Barr. Quand ils ont été ouverts, leur face externe a contaminé le ragoût et la sauce, qui sont ensuite restés à l'air libre toute la nuit. E. coli a alors pu proliférer rapidement dans la nourriture encore tiède. Le lendemain, tout a été cuit assez longtemps pour tuer les bactéries, sauf la sauce. Elle n'a même pas été réchauffée. Dedans, invisible, E. coli était bien en vie.
Quand il a vu les résultats d'analyse de la sauce du repas paroissial, le technicien est sorti en courant du labo. Il n'avait jamais vu autant d'E. coli 157 dans de la nourriture. Au lendemain de la mort d'Harry Shaw et d'Annie Craigie, John Barr prend la décision de fermer sa boucherie par respect pour les victimes. 17e jour. Une femme de 72 ans est la 6e victime de l'épidémie d'infection à E. coli. Il semble que de la viande contaminée aurait été servie au cours d'une fête. 25 des invités de Lorraine sont maintenant intoxiqués. Chez l'un d'entre eux, le colibacille va provoquer une insuffisance rénale grave en s'attaquant à l'intestin. À l'époque, on lui donnait 24 heures à vivre. E. coli avait détruit une partie de l'intestin et il a dû subir une colostomie. C'était vraiment terrible. En Écosse, une vaste épidémie d'intoxication alimentaire sévit. Les journalistes débarquent en masse dans la petite ville écossaise. Le monde entier parle de Wishaw et d'E. coli. Face au flot ininterrompu des malades, les hôpitaux atteignent le point de rupture. Dans l'un d'entre eux, on signale des queues interminables aux urgences et on commence à refuser des patients après avoir ouvert une 3e unité d'isolement pour endiguer l'épidémie. Il est impossible de lutter contre la maladie. Il n'y a aucun moyen de la traiter. Les traitements peuvent même provoquer une mort encore plus douloureuse. En général, les infections bactériennes sont soignées avec des antibiotiques qui empêchent la réplication des micro-organismes. Mais d'après certains scientifiques, ils pourraient contribuer à intoxiquer le patient. E. coli 157 est particulièrement difficile à soigner car on n'a aucun traitement spécifique contre la bactérie. De l'avis général, il vaut mieux éviter les antibiotiques car quand ils tuent la bactérie, celle-ci sécrète des toxines qui n'auraient pas été produites autrement. Et ce sont ces toxines qui endommagent les reins et le cerveau. La plus grande partie de la bataille est donc menée par le système immunitaire. Le Royaume-Uni déclenche une alerte sanitaire nationale. Le ministère britannique des Affaires écossaises lance une vaste campagne d'information et de sensibilisation. L'hygiène individuelle est un facteur important. N'oubliez pas, l'intoxication alimentaire peut facilement être évitée. Le 18e jour, la mort d'une 5e personne ayant assisté au repas paroissial porte le bilan de l'épidémie à 7 victimes. Sur les 87 participants, 45 sont désormais infectés. Et 12 se débattent entre la vie et la mort. Tandis que l'inquiétude gagne l'ensemble du pays, 5 inspecteurs de l'hygiène mettent en place une cellule d'enquête à Wishaw. Il semble désormais que John Barr va être poursuivi. Les hôpitaux sont toujours débordés et les réserves de l'agence écossaise de transfusion sanguine s'amenuisent dangereusement. La crise ne cesse de s'aggraver. 20e jour. Alexander Nicol, pensionnaire à la maison de retraite Pinkview, s'éteint au dispensaire de Falkirk. Dans les 3 jours qui suivent, 2 autres vieillards meurent de la même façon. Le taux de mortalité s'accélère. Une 2e boucherie a été fermée dans le Lanarkshire à la suite de l'épidémie d'infection à E. coli. Située à New Stevenston, la boutique se fournissait en viande auprès du boucher déjà lié à l'affaire. On vient de nous confirmer la mort d'un homme de 70 ans. C'est la 11e victime d'E. coli à Wishaw. Le 16 décembre, près d'1 mois après le repas paroissial, les habitants de Wishaw sont en plein cauchemar. John Smith a vu sa mère, Mary, mourir sous ses yeux. Il n'y a aucun traitement contre E. coli. On est comme dans un brouillard, on ne pense à rien. On se dit juste, ce n'est pas possible, pas à notre époque. Ce n'est pas réel. Elle ne va pas mourir.
Hélas, si. Il y a maintenant 400 cas présentant les symptômes d'une intoxication alimentaire à E. coli. John Barr fait profil bas. Ses pratiques ont été révélées au grand jour. La tension monte. Quelqu'un jette une pierre dans la vitrine de la boucherie Barr, désormais fermée. Les gens se demandaient combien de morts il allait encore y avoir. Presque 2 mois après le début de la pire épidémie d'E. coli de toute l'histoire, le boucher écossais de l'année est poursuivi pour avoir fourni de la viande à la fête de Lorraine. Le bilan est déjà de 15 morts. 10 jours plus tard, l'épidémie est officiellement déclarée finie. Il n'y a eu aucune nouvelle contamination depuis près d'1 mois. La maladie a été endiguée, mais la peur reste présente. Car si la bactérie ne se propage plus, ses victimes continuent à mourir. La source d'E. coli n'était plus là. La boucherie Barr avait fermé et toute la viande vendue avait été mangée ou jetée. L'épidémie d'E. coli 157 ne pouvait donc plus se propager. Mais elle a encore fait des dégâts. Il y a eu de longues maladies dont l'issue a parfois été fatale. En tout, on a recensé 503 cas probables. À la fin du mois de janvier, 19 personnes âgées étaient mortes, dont 4 pensionnaires de la maison de retraite Bankview et 8 participants au repas de Noël. Au bout du compte, 13 personnes souffrent aujourd'hui d'insuffisance rénale chronique qui nécessiteront des dialyses pendant le reste de leur vie. La dernière mort liée à E. coli s'est produite en juin 1997, environ 5 mois après la fin officielle de l'épidémie. En tout, le colibacille a fait 21 victimes. Wishaw a été le théâtre de l'infection à E. coli la plus mortelle de l'histoire. L'investigation menée par Hugh Pennington et la procédure pour homicide involontaire ont clairement montré les leçons à tirer de cette affaire. Pennington a requis la mise en place d'une formation spécifique pour les bouchers manipulant de la viande crue ou cuite. Il a également insisté pour que les locaux, le matériel et les mains soient régulièrement lavés avec un agent antibactérien. En fin de compte, même si c'est E. coli 157 qui a fait tous ces dégâts, les réactions de John Barr, ou plutôt son manque de réaction, ont permis aux microbes de s'infiltrer dans la chaîne alimentaire et de l'infecter. Si John Barr avait fait ce que de nombreux bouchers faisaient déjà, il n'y aurait pas eu d'épidémie. E. coli tue plus d'1 demi-million de personnes par an. La bactérie est parmi nous. Chaque année, elle fait 16 000 fois plus de victimes que le virus Ebola. 5 mois à peine après la fin de l'épidémie de Wishaw, le petit Tom Dorling, 4 ans, a été contaminé par une autre source dans une ferme de Saint-Alban au nord de Londres. Il est resté paralysé et souffre de lésions cérébrales. Ce n'est pas une simple indigestion, c'est quelque chose qui détruit les organes à l'intérieur de votre corps, qui vous fait terriblement souffrir et qui peut vous tuer. Ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit de se lécher les doigts après avoir touché quelque chose qu'on n'aurait pas dû toucher et la bactérie est là. C'était horrible à voir. Ça a dû être affreux pour ma mère. C'est une mort vraiment atroce. Dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire, John Barr a été accusé de négligence et d'avoir privilégié ses intérêts commerciaux au détriment de l'honnêteté. Mais l'affaire a été classée sans suite, car la loi écossaise requiert 2 éléments de preuve distincts pour ouvrir une procédure judiciaire. La plainte des autorités sanitaires n'a donc pas suffi. La direction des affaires sanitaires s'est vue reprocher la lenteur de sa réaction, et Barr a été sanctionné pour ses infractions en matière d'hygiène alimentaire.
il a été condamné à payer une amende de 2250 livres. À 5 km de là, à Banknock, Norma Adams, cuisinière en chef à la maison de retraite Bankview, vient d'acheter du jambon au supermarché du coin. On n'utilisait pas la cuisine principale, mais une des annexes. On avait prévu de faire des sandwichs pour le thé, plus tard dans l'après-midi. Je suis allée acheter de la viande car je n'étais pas sûre d'en avoir assez. À Wishaw, des rumeurs commencent à circuler sur Ecoli et sur le boucher. Les gens font maintenant la queue pour être admis à l'hôpital. Ce ne sont que des rumeurs, d'accord? Excusez-moi. L'oncle de Lorraine appelle la boucherie pour s'assurer que la viande est saine. On lui répond qu'il n'y a pas de danger et que la famille n'a rien à craindre. Un instant, Davy. J'arrive. Bon, passez une bonne soirée, d'accord? Oui. « 15h30. Norma sert des sandwichs aux vieillards de la maison de retraite Bankview. Pendant ce temps, la cellule de contrôle de l'épidémie poursuit son enquête alimentaire. Mais l'équipe commet une erreur cruciale élémentaire. Au premier abord, la boutique semble bien tenue, mais en réalité, elle offre un terreau idéal pour Ecoli. Les bactéries Ecoli O157 colonisent l'organisme de certains ruminants pour lesquels elles ne sont pas dangereuses. Chaque jour, les vaches évacuent ces micro-organismes par millions dans leurs selles. À l'abattoir, la viande fraîchement découpée peut toucher les matières fécales ou les intestins. C'est alors une viande contaminée qui est livrée aux boucheries. C'est là que tout se joue. Une viande infectée doit cuire 2 minutes à plus de 70 degrés centigrades pour qu'Ecoli soit détruit. Mais si la viande crue est mise au contact d'une viande déjà cuite, comme du jambon ou de la dinde, la bactérie n'a plus qu'à migrer. En l'absence de cuisson ultérieure, elle disposera d'une voie royale vers l'appareil digestif humain. Mais les autorités sanitaires n'ont pas encore de résultats d'analyse prouvant que la boucherie Barr est la source de l'épidémie. Et si la piste du boucher était une impasse? Sur place, l'enquête continue. L'un des employés raconte que bacille du sérogroupe O157 est une nouvelle souche d'une vieille bactérie inoffensive. Mais ce dangereux mutant est devenu mortel. Je vous écoute. Un hamburger, s'il vous plaît. En 1993, c'était au tour de la chaîne de restauration rapide Jack in a Box, dans l'État de Washington, d'être frappée. La bactérie a infecté plus de 700 personnes et tué 4 enfants. D'après des estimations, chaque année, Ecoli contamine 2 millions de personnes et fait 650 000 morts. L'infection à Ecoli a déjà tué des enfants en très bonne santé. Ils ont simplement mangé un hamburger contenant le colibacille et après une maladie particulièrement pénible, ils sont morts. Les enquêteurs tâtonnent. Où peut se cacher la terrible bactérie? Il est devenu clair que l'épidémie qui menaçait d'éclater avait 2 sources possibles. D'abord le lait, puisque 2 des 3 patients avaient acheté du lait dans le même supermarché. La cellule d'investigation repense aussitôt à l'épidémie cauchemardesque qui s'était propagée à peine 2 ans plus tôt à partir d'une laiterie de Bathgate, à 25 km de Wishaw. Le lait contaminé avait alors tué un enfant et causé des lésions rénales chez 5 personnes. À 80 ans, Harry Shaw n'est pas un gros mangeur, mais il apprécie toujours le déjeuner que la paroisse offre chaque année à ses retraités.
2 jours plus tard, Harry est pris de terribles crampes d'estomac et de diarrhée aiguë. Le vieil homme n'a aucune idée des souffrances qu'il va endurer. Le lendemain, il y a du sang dans ses selles. Au même moment, toujours à Wishaw, une petite fille de 5 ans présente des symptômes identiques. Préférant ne prendre aucun risque, son pédiatre fait faire une coproculture. Et sa prudence va s'avérer on ne peut plus justifiée. Les techniciens du laboratoire de l'hôpital Monklands recherchent diverses infections bactériennes communes. En vain. Le microbiologiste Kenneth Liddell était alors directeur du laboratoire. Le microbe le plus courant en cas de diarrhée due ou non à une intoxication alimentaire, c'est le campylobactère. C'est donc un des microbes qu'on recherche systématiquement en laboratoire. Mais l'enfant a été contaminé. Le génotype de la bactérie permettra de déterminer si c'est bien la source de contamination. Je ne comprends pas, mais ça ne vient pas de mes cuisines ni de ma boutique. Vous croyez que ça vient de mes cuisines? E. coli était encore tout nouveau. La plupart des bouchers n'en avaient pas entendu parler. Mais on a bien dû admettre qu'on n'avait aucune preuve que sa boutique était effectivement la source. Vous pouvez faire tous les tests que vous voudrez, vous verrez que ça ne vient pas de mes cuisines et de ma boutique, c'est propre. L'équipe d'Ahmed sait qu'en cas d'infection à E. coli, les symptômes peuvent mettre jusqu'à 2 semaines à se développer. Il y a sans doute plus de cas qu'on ne le pense. Vous ne trouverez pas ça dans mes cuisines ni dans ma boutique, ok? Très vite, l'infection d'Harry Shaw est confirmée. À Wishaw, de plus en plus de gens présentent les symptômes. Faites vos tests, prenez tout ce que vous voulez. John Barr est sous le choc. Il connaît mal E. coli. Les enquêteurs lui demandent de ne plus vendre de viande cuite tant qu'ils n'auront pas terminé les analyses, ce qui peut prendre plus d'1 semaine. Ils réclament également une liste détaillée de ses clients. Je crois qu'il ne nous a pas pris au sérieux parce qu'il pensait qu'on était sûr de rien. Il y a d'autres livreurs? Cet après-midi-là, à la maison de retraite Bankview, Norma Adams sert à nouveau des sandwichs à la viande froide aux pensionnaires. La viande provient d'un magasin Scott Mead fourni par John Barr. Le docteur Ahmed sait qu'il leur faut déterminer l'historique et l'ampleur de l'épidémie le plus rapidement possible. À chaque instant qui passe, la bactérie meurtrière se propage. Dès le lendemain, la cellule d'investigation étudie le réseau de distribution de la boucherie Barr. Dois-je vous rappeler la gravité de cette affaire? Je comprends bien, mais vous ne pouvez pas prouver que ça vient de cette boutique. John Barr continue à vendre sa viande. Il se sent injustement accusé. Et tout le quartier manifeste sa solidarité. À l'hôpital Monklands, Harry Shaw a perdu conscience. Il décline rapidement. Dixième jour. À 6h45 du matin, Harry Shaw s'éteint. E. coli a totalement détruit ses reins. Les hôpitaux sont toujours débordés et les réserves de l'agence écossaise de transfusion sanguine s'amenuisent dangereusement. La crise ne cesse de s'aggraver. 20e jour. Alexander Nicol, pensionnaire à la maison de retraite Bankview, s'éteint au dispensaire de Falkirk. Dans les 3 jours qui suivent, 2 autres vieillards meurent de la même façon. Le taux de mortalité s'accélère.
Une deuxième boucherie a été fermée dans le Lanarkshire à la suite de l'épidémie d'infection à E. coli. Située à New Stevenston, la boutique se fournissait en viande auprès du boucher déjà lié à l'affaire. On vient de nous confirmer la mort d'un homme de 70 ans. C'est la 11e victime d'E. coli à Wishaw. Le 16 décembre, près d'un mois après le repas paroissial, les habitants de Wishaw sont en plein cauchemar. John Smith a vu sa mère, Mary, mourir sous ses yeux. Il n'y a aucun traitement contre E. coli. On est comme dans un brouillard, on ne pense à rien. On se dit juste, ce n'est pas possible, pas à notre époque. Ce n'est pas réel. Elle ne va pas mourir. Contaminé par un tueur en puissance. À la surprise générale, il s'agit de l'E. coli O157, contre lequel il n'existe aucun traitement. Rare dans les pays développés, ce bacille tue chaque année des milliers de personnes dans le tiers-monde et s'attaque en priorité aux plus faibles. La découverte inquiète immédiatement le spécialiste d'E. coli chargé de l'enquête, le professeur Hugh Pennington. C'est un germe plutôt rare. Le simple fait de le trouver suffit à tirer la sonnette d'alarme, mais chez une fillette de 6 ans, le risque est encore plus élevé. E. coli infecte l'intestin humain et le colonise, provoquant des hémorragies internes. Les toxines sécrétées par les bacilles peuvent causer une insuffisance rénale, des difficultés respiratoires, un dysfonctionnement cérébral et même la mort. Six ans plus tôt, Liddell a déjà enquêté dans le cadre d'une infection à E. coli à l'hôpital Hartwood Hill, à quelques kilomètres de là. La dangereuse bactérie avait alors contaminé 10 patients, dont 4 étaient morts dans d'atroces souffrances. Le service de Liddell est le premier averti en cas de suspicion d'épidémie, et le laboratoire effectue 20 coprocultures par jour. Il est peu probable de récupérer des examens. Ils ont dévoré tout le buffet, y compris les sandwichs à la viande froide de chez John Barr. La nourriture contaminée à E. coli n'a ni goût, ni odeur, ni aspect particulier. Lauren et sa famille ont totalement oublié leurs craintes de l'après-midi. Ils sont à des années-lumière de l'épidémie. Mais la sinistre bactérie se propage silencieusement parmi les 129 invités. Après avoir été ingéré, s'il n'est pas tué par les puissants acides de l'estomac, le micro-organisme descend le long du tube digestif. Il se fixe ensuite rapidement à la paroi de l'intestin et commence à proliférer. L'intestin est un terrain fertile. En moins de 2 semaines, il peut y avoir des millions de bactéries par millimètre. Tandis que les amis de Lauren s'amusent, à l'autre bout de Wishaw, les hôpitaux soignent maintenant 15 patients gravement infectés à E. coli. L'état d'Harry Shaw s'est dégradé. Il est au plus mal. Des difficultés respiratoires, un dysfonctionnement cérébral et même la mort. Six ans plus tôt, Liddell a déjà enquêté dans le cadre d'une infection à E. coli à l'hôpital Hartwood Hill, à quelques kilomètres de là. La dangereuse bactérie avait alors contaminé 10 patients, dont 4 étaient morts dans d'atroces souffrances. Le service de Liddell est le premier averti en cas de suspicion d'épidémie, et le laboratoire effectue 20 coprocultures par jour. Il est peu probable de récupérer des examens positifs à E. coli 157. Dans les années 90, on avait en moyenne 1 cas par an. Mais lorsqu'il contacte ses collègues et les généralistes locaux, le microbiologiste ne tarde pas à voir ses pires craintes se confirmer. Le bacille se propage. Il découvre 2 nouveaux cas d'infection confirmés à l'hôpital Lowe. Respectivement âgés de 60 et 14 ans,
Les patients sont eux aussi originaires de Wishaw et présentent les mêmes symptômes douloureux. Liddell appelle anxieusement le service des maladies infectieuses d'un autre hôpital. On lui signale un nombre inquiétant de personnes âgées souffrant des mêmes symptômes. Tandis qu'une véritable marée de malades submerge les hôpitaux, Faye McFarlane essaie de tirer au clair les bruits qui courent sur l'intoxication alimentaire et la boucherie bar. Elle téléphone à l'hôpital Low, devenu l'épicentre de l'épidémie. Contre toute attente, un médecin lui conseille d'oublier ses craintes et de faire tranquillement la fête. D'accord. Oui, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. La cellule sanitaire fait une annonce officielle à la presse. E. coli devient soudain la principale nouvelle du jour. 2 personnes, dont une fillette de 7 ans, sont dans un état grave. À Bankview, Norma Adams n'a pas fait de course à Wishaw depuis longtemps. Elle a acheté sa viande au supermarché Scott Mead de Banknock. Il n'y a donc aucune raison qu'elle soit contaminée. L'équipe de Saïd Ahmed sait maintenant que la boucherie bar ne respecte pas les règles d'hygiène les plus élémentaires. À Bankview, Norma Adams n'a pas fait de course à Wishaw depuis longtemps. Elle a acheté sa viande au supermarché Scott Mead de Banknock. Il n'y a donc aucune raison qu'elle soit contaminée. L'équipe de Saïd Ahmed sait maintenant que la boucherie bar ne respecte pas les règles d'hygiène les plus élémentaires. Au premier abord, la boutique semble bien tenue, mais en réalité, elle offre un terreau idéal pour E. coli. Les bactéries E. coli O157 colonisent l'organisme de certains ruminants pour lesquels elles ne sont pas dangereuses. Chaque jour, les vaches évacuent ces micro-organismes par millions dans leurs selles. À l'abattoir, la viande fraîchement découpée peut toucher les matières fécales ou les intestins. C'est alors une viande contaminée qui est livrée aux boucheries. C'est là que tout se joue. Une viande infectée doit cuire 2 minutes à plus de 70 degrés centigrades pour qu'E. coli soit détruit. Mais si la viande crue est mise au contact d'une viande déjà cuite, comme du jambon ou de la dinde, la bactérie n'a plus qu'à migrer. En l'absence de cuisson ultérieure, elle disposera d'une voie royale. C'est là que tout se joue. Une viande infectée doit cuire 2 minutes à plus de 70 degrés centigrades pour qu'E. coli soit détruit. Mais si la viande crue est mise au contact d'une viande déjà cuite, comme du jambon ou de la dinde, la bactérie n'a plus qu'à migrer. En l'absence de cuisson ultérieure, elle disposera d'une voie royale vers l'appareil digestif humain. Mais les autorités sanitaires n'ont pas encore de résultats d'analyse prouvant que la boucherie bar est la source de l'épidémie. Et si la piste du boucher était une impasse? Sur place, l'enquête continue. L'un des employés raconte comment il découpe la viande crue, puis la viande cuite, sans nettoyer le couteau entre les 2 opérations. C'est le moyen le plus sûr d'introduire le bacille meurtrier dans la chaîne alimentaire. Il suffit d'une seule bactérie pour déclencher une infection fatale. Si le colibacille est là, il règne sur les lieux en toute liberté. « 23 heures. La fête de... » Allez, le congélateur. Allez, les gars.
Mais Barr n'utilise pas d'agents antibactériens et le grand nettoyage ne fait donc que disperser le germe dans les locaux. Une mauvaise surprise attend les enquêteurs. John Holloway, le livreur, leur révèle que son réseau de distribution ne se limite pas à Wishaw. John Barr s'est présenté comme un boucher de quartier qui fournissait quelques traiteurs locaux au jour le jour, en plus de la vente au comptoir. Nous n'avions aucune raison de penser qu'il était un des principaux fournisseurs du centre de l'Écosse. Ils auraient peut-être pu faire le lien plus tôt. L'interrogatoire montre clairement l'étendue du réseau desservi par les livreurs de Barr. Bonnybridge. Quelle quantité de viande livrez-vous par semaine? Quel tonnage? Une fois par semaine, environ 3,5 tonnes. Vous livrez 3,5 tonnes à des villes comme Bonnybridge? Oui. Les supermarchés Scott Mead ne figuraient pas sur la liste d'Hélène Barr, même si elle affirmera par la suite les avoir mentionnés. L'épidémie touche maintenant une chaîne de... Sur les malades et sur la viande de la boucherie Barr contenait le même E. coli O157. Il aura fallu 12 jours aux scientifiques pour parvenir à cette conclusion. Ils ont tout analysé dans la boucherie pour s'assurer qu'il n'y avait qu'une seule souche et une seule bactérie, et que c'était bien elle la source de tous les cas signalés à Wishaw. Malgré le grand ménage qu'a fait le personnel, le germe a été retrouvé sur une machine d'emballage sous vide, 8 échantillons de bœuf cru et un jambon cuit. Par ailleurs, 6 tranches de rôti de bœuf vendues au comptoir étaient fortement infectées. La contamination était exceptionnelle. Les analyses ont montré qu'E. coli était partout, et partout, en grande quantité. On a retrouvé la même bactérie sur la marmite utilisée pour préparer le déjeuner de Noël de la paroisse. Pourtant, ce repas, qui a déjà fait 3 morts, a été servi bouillant. Comment le colibacille a-t-il pu survivre à une température d'ébullition pour passer de la boucherie Barr à l'assiette des vieillards? Dans l'après-midi du vendredi, 2 jours avant le repas, un des employés de Barr met 6 kilos de bœuf dans des sacs de cuisson pour faire du ragoût. La viande cuit pendant 3 heures dans la marmite de la boucherie, ce qui aurait dû tuer tous les microbes. Couvre 2 nouveaux cas d'infection confirmés à l'hôpital Low. Respectivement âgés de 60 et 14 ans, les patients sont eux aussi originaires de Wishaw et présentent les mêmes symptômes douloureux. Lidl appelle anxieusement le service des maladies infectieuses d'un autre hôpital. On lui signale un nombre inquiétant de personnes âgées souffrant des mêmes symptômes. Tandis qu'une véritable marée de malades submerge les hôpitaux, Faye McFarlane essaie de tirer au clair les bruits qui courent sur l'intoxication alimentaire et la boucherie Barr. Elle téléphone à l'hôpital Low, devenu l'épicentre de l'épidémie. Contre toute attente, un médecin lui conseille d'oublier ses craintes et de faire tranquillement la fête. D'accord. Oui, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. La cellule sanitaire fait une annonce officielle à la presse. E. coli devient soudain la principale nouvelle du jour. 2 personnes, dont une fillette de 7 ans... Pas à notre époque. Ce n'est pas réel. Elle ne va pas mourir. Contaminé par un tueur en puissance. À la surprise générale, il s'agit de l'E. coli O157, contre lequel il n'existe aucun traitement. Rare dans les pays développés, ce bacille tue chaque année des milliers de personnes dans le tiers-monde et s'attaque en priorité aux plus faibles. La découverte inquiète immédiatement le spécialiste d'E. coli chargé de l'enquête, le professeur Hugh Pennington.
C'est un germe plutôt rare. Le simple fait de le trouver suffit à tirer la sonnette d'alarme, mais chez une fillette de 6 ans, le risque est encore plus élevé. E. coli infecte l'intestin humain et le colonise, provoquant des hémorragies internes. Les toxines sécrétées par les bacilles peuvent causer une insuffisance rénale, des difficultés respiratoires, un dysfonctionnement cérébral et même la mort. Six ans plus tôt, Liddell a déjà enquêté dans le cadre d'une infection à E. coli à l'hôpital Hartwood Hill, à quelques kilomètres de là. La dangereuse bactérie avait alors contaminé 10 patients, dont 4 étaient morts dans d'atroces souffrances. Le service de Liddell est le premier averti en cas de... Je crois qu'il ne nous a pas pris au sérieux parce qu'il pensait qu'on était sûr de rien. Il y a d'autres livreurs? Cet après-midi-là, à la maison de retraite Bankview, Norma Adams sert à nouveau des sandwichs à la viande froide aux pensionnaires. La viande provient d'un magasin Scott Mead fourni par John Barr. Le docteur Ahmed sait qu'il leur faut déterminer l'historique et l'ampleur de l'épidémie le plus rapidement possible. À chaque instant qui passe, la bactérie meurtrière se propage. Dès le lendemain, la cellule d'investigation étudie le réseau de distribution de la boucherie Barr. Dois-je vous rappeler la gravité de cette affaire? Je comprends bien, mais vous ne pouvez pas prouver que ça vient de cette boutique. John Barr continue à vendre sa viande. Il se sent injustement accusé. Et tout le quartier manifeste sa solidarité. À l'hôpital Monklands, Harry Shaw a perdu conscience. Il décline rapidement. Dixième jour. À 6h46... Il sait quelques traiteurs locaux au jour le jour, en plus de la vente au comptoir. Nous n'avions aucune raison de penser qu'il était un des principaux fournisseurs du centre de l'Écosse. Ils auraient peut-être pu faire le lien plus tôt. L'interrogatoire montre clairement l'étendue du réseau desservi par les livreurs de Barr. Bonnybridge. Quelle quantité de viande livrez-vous par semaine? Quel tonnage? Une fois par semaine, environ 3,5 tonnes. Vous livrez 3,5 tonnes à des villes comme Bonnybridge? Oui. Les supermarchés Scott Mead ne figuraient pas sur la liste d'Hélène Barr, même si elle affirmera par la suite les avoir mentionnés. L'épidémie touche maintenant une chaîne de plus de 50 magasins. Tout le centre de l'Écosse est concerné. Il y a d'autres livreurs? Cet après-midi-là, à la maison de retraite Bankview, Norma Adams sert à nouveau des sandwichs à la viande froide aux pensionnaires. La viande provient d'un magasin Scott Mead fourni par John Barr. Le docteur Ahmed sait qu'il leur faut déterminer l'historique et l'ampleur de l'épidémie le plus rapidement possible. Malgré le grand ménage qu'a fait le personnel, le germe a été retrouvé sur une machine d'emballage sous vide, 8 échantillons de bœuf cru et un jambon cuit. Par ailleurs, 6 tranches de rôti de bœuf vendues au comptoir étaient fortement infectées. La contamination était exceptionnelle. Les analyses ont montré qu'E. coli était partout, et partout, en grande quantité. On a retrouvé la même bactérie sur la marmite utilisée pour préparer le déjeuner de Noël de la paroisse. Pourtant, ce repas, qui a déjà fait 3 morts, a été servi bouillant. Comment le colibacille a-t-il pu survivre à une température d'ébullition pour passer de la boucherie Barr à l'assiette des vieillards? Dans l'après-midi du vendredi, 2 jours avant le repas, un des employés de Barr met 6 kilos de bœuf dans des sacs de cuisson pour faire du ragoût. La viande cuit pendant 3 heures dans la marmite de la boucherie, ce qui aurait dû tuer tous les microbes.
Le lendemain matin, les sacs de cuisson sont sortis de l'eau et posés à côté de la marmite. Ils sont ensuite livrés avec les charcuteries pâtissières à la salle paroissiale. La femme du vicaire pose les sacs sur des chaises et emporte les charcuteries en cuisine. Plus tard, quand ils se sont intéressés de plus près à la façon dont la nourriture était préparée, il leur est apparu clairement qu'un certain nombre d'employés n'avaient pas les notions de base en matière d'hygiène alimentaire. Dans la ville encore inconsciente de la menace, la vie suit son cours normal. Lorraine a hâte d'être au soir. Et à 25 km de là, à Banknock, Norma Adams, cuisinière en chef à la maison de retraite Bankview, vient d'acheter du jambon au supermarché du coin. On n'utilisait pas la cuisine principale, mais une des annexes. On avait prévu de faire des sandwichs pour le thé, plus tard dans l'après-midi. Je suis allée acheter de la viande car je n'étais pas sûre d'en avoir assez. À Wishaw, des rumeurs commencent à circuler sur Écoli et sur le boucher. Les gens font maintenant la queue pour être admis à l'hôpital. Ce ne sont que des rumeurs, d'accord? Excusez-moi. L'oncle de Lorraine appelle la boucherie pour s'assurer que la viande est saine. On lui répond qu'il n'y a pas de danger et que la famille n'a rien à craindre. Un instant, Davy. J'arrive. Bon, passez une bonne soirée, d'accord? Oui. Mais l'enfant a été contaminé. Le génotype de la bactérie permettra de déterminer si c'est bien la source de contamination. Je ne comprends pas, mais ça ne vient pas de mes cuisines ni de ma boutique. Vous croyez que ça vient de mes cuisines? Écoli était encore tout nouveau. La plupart des bouchers n'en avaient pas entendu parler. Mais on a bien dû admettre qu'on n'avait aucune preuve que sa boutique était effectivement la source. Vous pouvez faire tous les tests que vous voudrez, vous verrez que ça ne vient pas de mes cuisines et de ma boutique, c'est propre. L'équipe d'Ahmed sait qu'en cas d'infection à Écoli, les symptômes peuvent mettre jusqu'à 2 semaines à se développer. Il y a sans doute plus de cas qu'on ne le pense. Vous ne trouverez pas ça dans mes cuisines ni dans ma boutique, ok? Très vite, l'infection d'Harry Shaw est confirmée. À Wishaw, de plus en plus de gens présentent les symptômes. Faites vos tests, prenez tout ce que vous voulez. John Barr est sous le choc. Il connaît mal Écoli. Les enquêteurs lui demandent de ne plus vendre de viande cuite tant qu'ils n'auront pas terminé les analyses, ce qui peut prendre plus d'1 semaine. Ils réclament également une liste détaillée de ses clients. Je crois qu'il ne nous a pas pris au sérieux parce qu'il pensait qu'on était sûr. Barr continue à vendre sa viande. Il se sent injustement accusé. Et tout le quartier manifeste sa solidarité. À l'hôpital Monklands, Harry Shaw a perdu conscience. Il décline rapidement. Dixième jour. À 6h45 du matin, Harry Shaw s'éteint. Écoli a totalement détruit ses reins. Les hôpitaux sont toujours débordés et les réserves de l'agence écossaise de transfusion sanguine s'amenuisent dangereusement. La crise ne cesse de s'aggraver. 20e jour. Alexander Nicol, pensionnaire à la maison de retraite Bankview, s'éteint au dispensaire de Falkirk. Dans les 3 jours qui suivent, 2 autres vieillards meurent de la même façon. Le taux de mortalité s'accélère. Une deuxième boucherie a été fermée dans le Lanarkshire à la suite de l'épidémie d'infection à Écoli. Située à New Stevenston, la boutique se fournissait en viande auprès du boucher déjà lié à l'affaire. On vient de nous confirmer la mort d'un homme de 70 ans. C'est la 11e victime d'Écoli à Wishaw. Le 16 décembre, la cellule sanitaire fait une annonce officielle à la presse. Écoli devient soudain la principale nouvelle du jour.
2 personnes, dont une fillette de 7 ans, sont dans un état grave. À Bankview, Norma Adams n'a pas fait de course à Wishaw depuis longtemps. Elle a acheté sa viande au supermarché Scott Mead de Banknock. Il n'y a donc aucune raison qu'elle soit contaminée. L'équipe de Saïd Ahmed sait maintenant que la boucherie bar ne respecte pas les règles d'hygiène les plus élémentaires. Au premier abord, la boutique semble bien tenue. Mais en réalité, elle offre un terreau idéal pour E. coli. Les bactéries E. coli O157 colonisent l'organisme de certains ruminants pour lesquels elles ne sont pas dangereuses. Chaque jour, les vaches évacuent ces micro-organismes par millions dans leurs selles. À l'abattoir, la viande fraîchement découpée peut toucher les matières fécales ou les intestins. C'est alors une viande contaminée qui est livrée aux boucheries. C'est là que tout se joue. Une viande infectée doit cuire 2 minutes à plus de 70 degrés centigrades pour qu'en 1975, la première épidémie s'est produite à l'été 1982. Aux États-Unis, 47 personnes ont été infectées, sans doute après avoir mangé des steaks mal cuits provenant de différents restaurants McDonald's. En 1991, le bacille a de nouveau contaminé un McDonald's à Preston, en Angleterre. 23 personnes ont été intoxiquées. Nommé d'après Théodore Escherichia, qui isola son ancêtre en 1885, Escherichia coli, ou colibacille, du sérogroupe O157, est une nouvelle souche d'une vieille bactérie inoffensive. Mais ce dangereux mutant est devenu mortel. Je vous écoute. Un hamburger, s'il vous plaît. En 1993, c'était au tour de la chaîne de restauration rapide Jack in a Box, dans l'État de Washington, d'être frappée. La bactérie a infecté plus de 700 personnes et tué 4 enfants. D'après les estimations, chaque année, E. coli contamine 2 millions de personnes et fait 650 000 morts. L'infection à E. coli a déjà tué des enfants en très bonne santé. Ils ont simplement mangé un hamburger contenant le colibacille et après une maladie particulièrement pénible, ils sont morts. Les enquêteurs tâtonnent. Où peut se cacher la terrible bactérie? Respectivement âgés de 60 et 14 ans, les patients sont eux aussi originaires de Wishaw et présentent les mêmes symptômes douloureux. Lidl appelle anxieusement le service des maladies infectieuses d'un autre hôpital. On lui signale un nombre inquiétant de personnes âgées souffrant des mêmes symptômes que la petite fille. Un des médecins a 5 malades, tous de Wishaw, dont 3 ont assisté au repas de Noël. La situation menace d'empirer. Lidl craint de voir l'infection toucher davantage d'enfants et de vieillards. Une petite fille de 5 ans est déjà contaminée. Et Harry Shaw a été hospitalisé la veille. Ses symptômes épousent le pire des scénarios. Il ne peut plus rien ingérer et les médecins sont préoccupés par la quantité de sang qu'il perd. Lidl alerte le responsable local de la santé publique, le docteur Saïd Ahmed. Ce dernier forme immédiatement une cellule de contrôle de l'épidémie. Quand le docteur Ken Lidl m'a appelé en disant qu'on avait peut-être 3 cas venant tous de la même zone, ça a déclenché l'alarme. J'ai aussitôt réalisé qu'il fallait faire une enquête de toute urgence. En vain. Le microbiologiste Kenneth Lidl était alors directeur du laboratoire. Le microbe le plus courant en cas de diarrhée due ou non à une intoxication alimentaire, c'est le campylobactère. C'est donc un des microbes qu'on recherche systématiquement en laboratoire. Mais l'enfant a été contaminé par un tueur en puissance. À la surprise générale, il s'agit de l'E. coli O157, contre lequel il n'existe aucun traitement. Rare dans les pays développés, ce bacille tue chaque année des milliers de personnes dans le tiers-monde.
et s'attaque en priorité aux plus faibles. La découverte inquiète immédiatement le spécialiste d'E. coli chargé de l'enquête, le professeur Hugh Pennington. C'est un germe plutôt rare. Le simple fait de le trouver suffit à tirer la sonnette d'alarme, mais chez une fillette de 6 ans, le risque est encore plus élevé. E. coli infecte l'intestin humain et le colonise, provoquant des hémorragies internes. Les toxines sécrétées par les bacilles peuvent causer une insuffisance rénale, des difficultés respiratoires, un dysfonctionnement cérébral et même la mort. Six ans plus tôt, Liddell a déjà angoissial. Les habitants de Wishaw sont en plein cauchemar. John Smith a vu sa mère, Mary, mourir sous ses yeux. Il n'y a aucun traitement contre E. coli. On est comme dans un brouillard, on ne pense à rien. On se dit juste, ce n'est pas possible, pas à notre époque. Ce n'est pas réel. Elle ne va pas mourir. Hélas, si. Il y a maintenant 400 cas présentant les symptômes d'une intoxication alimentaire à E. coli. John Barr fait profil bas. Ses pratiques ont été révélées au grand jour. La tension monte. Quelqu'un jette une pierre dans la vitrine de la boucherie Barr, désormais fermée. Les gens se demandaient combien de morts il allait encore y avoir. Presque 2 mois après le début de la pire épidémie d'E. coli de toute l'histoire, le boucher écossais de l'année est poursuivi pour avoir fourni de la viande à la fête de Lorraine. Le bilan est déjà de 15 même. Cette méthode a prouvé de façon irréfutable que les souches étaient les mêmes. Toutes les bactéries prélevées sur les malades et sur la viande de la boucherie Barr contenaient le même E. coli O157. Il aura fallu 12 jours aux scientifiques pour parvenir à cette conclusion. Ils ont tout analysé dans la boucherie pour s'assurer qu'il n'y avait qu'une seule souche et une seule bactérie, et que c'était bien elle la source de tous les cas signalés à Wishaw. Malgré le grand ménage qu'a fait le personnel, le germe a été retrouvé sur une machine d'emballage sous vide, 8 échantillons de bœuf cru et un jambon cuit. Par ailleurs, 6 tranches de rôti de bœuf vendues au comptoir étaient fortement infectées. La contamination était exceptionnelle. Les analyses ont montré qu'E. coli était partout, et partout, en grande quantité. On a retrouvé la même bactérie sur la marmite utilisée pour préparer le déjeuner de Noël de la paroisse. Pourtant, ce repas, qui a déjà fait 3 morts, a été servi bouillant. Comment le colibacille a-t-il pu survivre à une température d'ébullition pour passer de la boucherie Barr à l'assiette des vieillards? Dans l'après-midi du vendredi, 2 jours avant le repas, un des employés de Barr met 6 kilos de bœuf. Le docteur Ahmed sait qu'il leur faut déterminer l'historique et l'ampleur de l'épidémie le plus rapidement possible. À chaque instant qui passe, la bactérie meurtrière se propage. Dès le lendemain, la cellule d'investigation étudie le réseau de distribution de la boucherie Barr. Dois-je vous rappeler la gravité de cette affaire? Je comprends bien, mais vous ne pouvez pas prouver que ça vient de cette boutique. John Barr continue à vendre sa viande. Il se sent injustement accusé. Et tout le quartier manifeste sa solidarité. À l'hôpital Monklands, Harry Shaw a perdu conscience. Il décline rapidement. Dixième jour. À 6h45 du matin, Harry Shaw s'éteint. E. coli a totalement détruit ses reins.
le journaliste écossais Raymond McHugh n'a pas oublié la peur engendrée par ce premier décès. Les gens ont été assommés à la mort du premier vieillard, car on est passé d'une petite indigestion à un truc meurtrier. Ils feront des dialyses pendant le reste de leur vie. La dernière mort liée à E. coli s'est produite en juin 1997, environ 5 mois après la fin officielle de l'épidémie. En tout, le colibacille a fait 21 victimes. Wishaw a été le théâtre de l'infection à E. coli la plus mortelle de l'histoire. L'investigation menée par Hugh Pennington et la procédure pour homicide involontaire ont clairement montré les leçons à tirer de cette affaire. Pennington a requis la mise en place d'une formation spécifique pour les bouchers manipulant de la viande crue ou cuite. Il a également insisté pour que les locaux, le matériel et les mains soient régulièrement lavés avec un agent antibactérien. En fin de compte, même si c'est E. coli 157 qui a fait tous ces dégâts, les réactions de John Barr, ou plutôt son manque de réaction, ont permis aux microbes de s'infiltrer dans la chaîne alimentaire et de l'infecter. Si John Barr avait fait ce que de nombreux bouchers faisaient déjà, il n'y aurait pas eu d'épidémie. E. coli tue plus d'1 demi-million de personnes par an. La bactérie est parmi nous. Chaque année, elle fait 16 000 fois plus de victimes que le virus Ebola. 5 mois à peine après la fin de l'épidémie de Wishaw, le petit Tom Dorling, 4 ans, a été contaminé par une autre source dans une ferme de Saint-Alban au nord de Londres. Il est resté paralysé et souffre de lésions cérébrales. L'oncle de Lorraine appelle la boucherie pour s'assurer que la viande est saine. On lui répond qu'il n'y a pas de danger et que la famille n'a rien à craindre. Un instant, Davy. J'arrive. Bon, passez une bonne soirée, d'accord? Oui. « 15h30. Norma sert des sandwichs aux vieillards de la maison de retraite Bankview. Pendant ce temps, la cellule de contrôle de l'épidémie poursuit son enquête alimentaire. Mais l'équipe commet une erreur cruciale. Elle se fie uniquement à une liste manuscrite, établie par la femme de Barr, Elaine, des entreprises et des associations que fournit la boucherie. Y sont répertoriés 25 clients locaux tels que la Poste et le club de golf de Wishaw. Mais les enquêteurs passent à côté d'un fichier informatique plus complet détaillant l'ensemble du réseau de distribution. Tandis qu'une véritable marée de malades submerge les hôpitaux, Faye McFarlane essaie de tirer au clair les bruits qui courent sur l'intoxication, mêmes symptômes douloureux. Lidl appelle anxieusement le service des maladies infectieuses d'un autre hôpital. On lui signale un nombre inquiétant de personnes âgées souffrant des mêmes symptômes. Tandis qu'une véritable marée de malades submerge les hôpitaux, Faye McFarlane essaie de tirer au clair les bruits qui courent sur l'intoxication alimentaire et la boucherie Barr. Elle téléphone à l'hôpital Low, devenu l'épicentre de l'épidémie. Contre toute attente, un médecin lui conseille d'oublier ses craintes et de faire tranquillement la fête. D'accord. Oui, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. La cellule sanitaire fait une annonce officielle à la presse. E. coli devient soudain la principale nouvelle du jour. 2 personnes, dont une fillette de 7 ans, sont dans un état grave. À Bankview, Norma Adams n'a pas fait de course à Wishaw depuis longtemps. Elle a acheté sa viande au supermarché Scott Mead de Banknock.